Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les chroniques des BFN. Ce soir, nous mettons l'accent sur la situation économique du Congo. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui explique cette crise? On en parle ce soir avec Bruni Fortuna. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bruni. Bonsoir Gabriel. Avec vous ce soir, nous allons parler de la situation économique du Congo. En ce moment, vous avez épluché les documents officiels du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a le plus choqué? Bon, vous savez que ce qu'il faut souligner d'abord, il faut féliciter le gouvernement dans l'ensemble et surtout le ministère des Finances. Le ministère des Finances qui a pris l'initiative de publier depuis quelque temps, je crois que c'est bien avant lui aussi, tous les documents officiels. Et c'est ce qui se fait, donc c'est sur le site du ministère des Finances, tout est publié, ce qui est lié donc à la gestion du pays, voilà. Et donc nous avons, comme d'habitude, pris le temps de scruter ces différents rapports publiés ou ces différents documents publiés, et finalement on se rend compte, on tombe sur un rapport qui est très important, c'est on va dire une sorte de relevé de compte de l'État qui a donc le rapport de l'année 2025, donc voilà, décembre 2025, qui donc ce relevé de compte de l'État nous publie ou encore montre comment le budget de l'État a été géré en 2025. Et donc, quand on a regardé ce document de fond en comble, on a regardé les chiffres et on se rend compte finalement que le Congo est encore loin de sortir un peu de l'ornière. Le Congo est encore loin de se redresser économiquement et seulement si l'on continue à gérer l'État de cette manière. Le rapport d'exécution budgétaire 2025 vient d'être publié, vous l'avez souligné. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ces documents, qu'est-ce que ça nous apprend concrètement sur la façon dont le gouvernement gère l'argent public? Et comme je le disais, le rapport d'exécution, c'est le relevé de compte de l'État. On va dire ça comme ça. En début de chaque année, les députés votent la loi des finances, donc ils disent au gouvernement: on met à votre disposition cet argent. Pour le cas du Congo, en 2025, les prévisions étaient autour de 2551 milliards de francs CFA. Et donc, le gouvernement revient dans le rapport pour dire, regardez, nous avons pu encaisser cet argent. Et dans le cadre de l'année 2025, sur donc 2551 milliards attendus de prévisions, le gouvernement ou l'État congolais a pu encaisser 279 milliards de francs CFA. Et donc, dans le rapport, on dit donc au peuple, aux députés, regardez ce que nous avons encaissé, regardez ce dont on en a fait. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir aussi, donc le gouvernement, c'est de savoir dans ce rapport-là, est-ce que le gouvernement a réellement exécuté ce qu'il a promis? Puisque c'est quoi? Le gouvernement, quand il arrive devant l'Assemblée nationale, ou donc le peuple, dit au peuple, le budget est là, regardez ce que nous allons faire, et vous allez vous rendre compte, on va vraiment avoir des chiffres ici, et beaucoup de chiffres aujourd'hui. Le gouvernement dit finalement, le budget est là, c'est le budget du peuple, et nous allons exécuter ça tel qu'il faut. Et finalement, quand on regarde dans ce rapport, quand on pose la question, est-ce que le gouvernement a réellement fait ce qu'il a promis devant le peuple, donc à l'Assemblée nationale, la réponse est tout de suite non. Le gouvernement ne l'a pas fait, n'a pas respecté ses engagements. Vous parlez d'un dépassement colossal sur le poste biens et services. Les Congolais ne savent peut-être pas ce que ça veut dire. Pouvez-vous expliquer simplement ce que cache cette ligne budgétaire? Voilà, on parle des services et des biens. C'est quoi exactement? Les services et les biens, c'est ce qui permet au gouvernement de fonctionner. Voilà, vous avez
des frais de mission, vous avez des frais de réception, vous avez des carburants, vous avez voilà des fournitures de bureau, voilà quelques ordinateurs aussi. C'est en réalité ça qu'on appelle biens et services. Alors, quand on regarde dans ce budget, vous avez donné un montant qui choque, mais on va aller dans les chiffres, je vais jeter un coup d'œil sur mes notes, je vous les donne. Donc, je disais tout à l'heure que l'État prévoyait donc en 2025 2551 milliards. Il a encaissé 2279 milliards, donc soit 80% de l'objectif. Donc, il manquait environ 272 milliards de francs CFA. Alors, vous allez vous rendre compte dans ce que vous dites. Alors, pour les biens et services, dans les biens et services, il était question dans les biens et services. Le gouvernement avait dit, nous, pour notre fonctionnement, on a besoin de 210 milliards pour les biens et services. Et déjà, dans un pays qui est en crise, dans un pays qui est trop endetté, 210 milliards pour les biens et services, c'est déjà énorme. Franchement. C'est déjà énorme. Alors, vous allez vous rendre compte finalement, dans la mise en œuvre de ce budget, bizarrement et curieusement, de 210 milliards de francs CFA prévus, le gouvernement a dépensé 567 milliards pour les biens et services. Donc, on est à 270% de l'objectif. Donc, le gouvernement a même triplé, j'ai envie de dire, son budget de fonctionnement, les biens et services. Sans explication. Dans ce fameux rapport dont on parle, il n'y a pas eu les explications comment le gouvernement est passé donc de 270 milliards à 567 milliards de francs CFA que pour les fournitures, les frais d'émission, voilà, le carburant, un peu le téléphone, peut-être l'internet aussi, mais quelques frais des conseillers. Comment peut-on expliquer cela, que l'État passe, le gouvernement, dans un contexte de crise, triple le budget, le poste des biens et services. Et c'est ça qu'on trouve scandaleux, puisque jusqu'ici, le Parlement ne dit rien, les députés jusqu'ici, on va continuer à bientôt répondre, n'ont pas jusqu'ici interpellé le gouvernement sur ça, publiquement, pour savoir que le gouvernement nous explique comment son budget des biens et services a triplé alors qu'il était prévu à 210 milliards de francs CFA. Nous allons rester sur la question des chiffres. Bruni, qu'est-ce qui peut expliquer le silence de l'Assemblée nationale? Oui, ben écoutez, vous savez que l'Assemblée nationale majoritairement acquise au PCT, donc à la majorité présidentielle, s'aligne automatiquement sur la politique du gouvernement. Donc, il est très difficile qu'on se retrouve avec une Assemblée qui soit capable de jouer pleinement son rôle dans ce contexte actuel. C'est une Assemblée nationale, nous l'avons dit plus d'une fois, une Assemblée nationale de godillots, nous l'avons dit, une caisse à résonance, même s'il y a quelques députés qui tentent un peu parfois d'interpeller, mais il faut savoir, finalement, à la fin, ils n'ont pas à la fin le pouvoir contraignant, même si la Constitution ou la loi leur donne. Malheureusement, ils ne peuvent pas sanctionner, malheureusement, ils ne peuvent pas mener des contrôles qui aboutissent réellement à la sanction. Alors, donc c'est là où vous constatez finalement que il est difficile aujourd'hui de résoudre ce problème. Il est difficile de stopper net le banditisme gouvernemental, parce que nous avons jusqu'ici une assemblée qui s'allie, une assemblée qui est dans l'incapacité totale de faire son job. Vous avez la plupart des députés et qui sont suppléants de ces ministres, et donc il est très difficile quand on est suppléant du ministre de s'opposer à ce même gouvernement. Je le disais tout à l'heure, plusieurs députés sont du PCT, le PCT a le plus de députés que tous les autres partis. Alors vous savez comment se fait le choix des députés au PCT, il y a un comité d'investiture et souvent
là-bas, on ne regarde pas les compétences des uns des autres. On est surtout sur la loyauté. Et donc, il ne faut pas prendre autant de risques quand on est député du PCT de vouloir tordre le cou au gouvernement ou à un ministre. Et donc, c'est très difficile. Après, vous avez aussi des problèmes de moyens. Cette assemblée manque réellement des moyens de mener à bien leur politique. Depuis quelque temps, il y a la crise, ils sont presque pas payés aussi, sinon pas tout le temps. Pour mener une enquête sur le terrain, vous savez, les différentes commissions doivent tendre la main, comment on dit ça, à l'entreprise ou encore à l'institution auprès de laquelle ils veulent aller enquêter. Je vous prends un cas simple. Si vous avez suivi il y a quelques jours, la commission économie et finances, qui serait considérée comme la commission qui serait corrompue, plus corrompue que d'autres, était sur le terrain avec le directeur général de EKREC. Alors, quand on vérifie très bien, c'est que la direction générale de KRC aurait elle-même payé les frais de mission de ses députés. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ils peuvent avoir de l'autonomie? Est-ce qu'ils peuvent vraiment être indépendants dans leurs rapports? Vous allez vous rendre compte, les rapports sont souvent élogieux. Donc, pour répondre à votre question, il est très difficile dans le contexte actuel que l'on espère vraiment arrêter ce que je disais tout à l'heure, la mauvaise gouvernance ou la mauvaise gestion du budget de l'État, parce que l'Assemblée elle-même est malade. Pendant ces temps, les hôpitaux ne se construisent pas, les cantines scolaires n'ont reçu aucun fonds, les routes sont à 2,2% d'exécution. Comment expliquer cet écart entre ce qu'on promet au peuple et ce qu'on fait réellement? Voilà, on va aller dans les chiffres, hein. Je jette encore un coup d'œil sur mes notes. Alors, on parlait du budget donc des biens et services. Et pour le peuple, c'est quoi? C'est qu'on avait prévu pour le peuple, donc le social, le budget était donc de 572 milliards de francs CFA. Vous constatez quand même, c'est par rapport à 210 milliards du gouvernement, c'était bien quand même. On est dans un contexte de crise. Donc le gouvernement officiellement avait dit non, on ne prend que 210 milliards, on donne au peuple 572 milliards. Alors, vous allez vous rendre compte que dans les 572 milliards, le gouvernement a donné au peuple, donc pour la santé, vous parlez des routes, et vous parlez des routes, ponts, tout cela, 248 milliards seulement ont été donc, les 248 milliards ont été exécutés, soit 43% de l'objectif concrètement. Il parle de quoi? Vous avez la santé, 39% de budget exécuté. Dans construction, quand on regarde bien dans la construction d'hôpitaux, il y a 0 francs dépensés. On a eu quelques réhabilitations des hôpitaux de CBT, il y a eu d'OSE également, mais quand on parle de la construction d'hôpitaux, 0 francs a été dépensé pour la construction des hôpitaux. L'éducation, qui était l'un des piliers importants, sinon le plus important, le budget a été exécuté à 54%. Quand on regarde les cantines scolaires, 0 francs dépensés pour les cantines scolaires. On parlait des routes tout à l'heure, routes et ponts, c'est pour désenclaver les villages. Vous savez que le président de la République, dans ses discours de fin d'année ou sur l'état de la nation, revient souvent sur le désenclavement des villages. Donc, il faut permettre donc aux agriculteurs surtout d'avoir des routes qui sont bien faites pour faire circuler et couler leurs marchandises, leurs biens. Malheureusement, quand on regarde pour les ponts, vous l'avez dit vous-même, c'est 2,2% seulement, presque rien, là, presque rien. L'eau et l'électricité, le nerf de la guerre aujourd'hui, comme on le dit, c'est 26% seulement. Donc, on se rend compte que dans le social, on réduit le budget du social, qui était donc à 572 milliards, on réduit tout ce qui pouvait permettre au peuple de bien vivre, on réduit et on augmente le budget des biens et services. Et ce jeu de dupe du gouvernement, c'est que devant la population, donc devant l'Assemblée nationale, le gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, promet à la population
nous allons construire les hôpitaux, nous allons faire ceci, regardez l'argent qu'on promet ou encore qu'on met à votre disposition pour ces infrastructures ou pour réaliser tous ces projets. Mais dans le fonctionnement, le budget n'est plus le budget du peuple, devient le budget du gouvernement, donc le gouvernement tourne le dos au peuple, se taille la part du lion, et finalement, à la fin, vous vous rendez compte du nombre de pourcentages au niveau de l'école. Si déjà le budget de l'école n'est exécuté qu'à 54%, qu'attendez-vous à la fin? Rien. C'est pour cela qu'on a aujourd'hui des problèmes de formation. On a aujourd'hui des problèmes d'enseignants. On a aujourd'hui des problèmes aussi des écoles, mais vraiment modernes. On a aussi, comme on parlait de l'ENAM et autres, si le budget n'est exécuté qu'à ça, si le budget de la santé, comme on le dit, n'est exécuté qu'autour de 43%, comment voulez-vous qu'on ait un système de santé aujourd'hui à même de sauver les Congolais ou de les protéger? Et tout cela, ça se passe, comme on le disait tout à l'heure, mais dans une impunité totale. Personne n'est interpellé, personne ne s'inquiète. Aucun ministre ne peut nous justifier. Pourquoi est-ce que son budget des biens et services peut passer de temps à temps? Donc voilà aujourd'hui l'inquiétude, comment elle se pose. Bruni, que doit-on retenir concernant ce rapport? Il faut savoir qu'en 2025, pour retenir, ce qu'on peut retenir, c'est que l'État, le budget qu'il a prévu a moins donc reçu que ce qu'il avait prévu, et simplement parce que le pétrole a décroché. Vous savez que jusqu'ici, malheureusement, le gouvernement n'a pas réussi jusqu'ici à diversifier son économie pour que l'on ne dépende plus que du pétrole. Et le pétrole, vous savez, c'est le principal, j'ai envie de dire, pilier du budget congolais. Et finalement, c'est à cause de ça que en 2025, au lieu donc de 2551 milliards, le gouvernement s'est retrouvé avec 2279 milliards. Il faut savoir que jusqu'ici, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est dans un fonctionnement opaque du budget de l'État. Jusqu'ici aussi, les chiffres que nous restons encore sceptiques un peu sur ces chiffres aussi, parce que souvent on publie sur exigence parfois des partenaires internationaux, le FMI et autres, qui vous exigent d'être transparent. Et bien vous constatez également que on est très loin encore d'avoir des budgets sociaux, c'est-à-dire qui réellement envisagent de développer réellement le pays. Et on constate que malheureusement, il y a le budget donc des biens et services, le poste biens et services, et vous avez aussi dans ce rapport la dette, qui a finalement occupé une très bonne place. C'est-à-dire que l'État en 2025 a dépensé près de 310 milliards pour payer les dettes. Donc aujourd'hui, tel que nous sommes, chaque Congolais qui naît avec une dette sur ses épaules. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir, et tout ce qu'on retient et ce qui peut vraiment interpeller tout le monde, et surtout doit interpeller le gouvernement, c'est sa mauvaise gestion du budget de l'État. Restons toujours sur le volet économique, toujours pour parler des chiffres et de la situation économique du Congo. En moins de 6 mois, le Congo a emprunté 2,2 milliards de dollars sur les marchés internationaux. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Vous savez, les dettes en soi pour un État n'est pas un problème. Tous les États au monde s'endettent. Voilà, et c'est conçu de cette manière, peut-être pas tous les États, mais vous avez des États, en réalité ce n'est pas un problème d'aller s'endetter. Mais le problème arrive quand on s'endette pour ne rien faire. Quand on s'endette comme le cas du Congo, le Congo s'endette depuis quelque temps pour payer ses dettes. Donc aujourd'hui, je crois que nous avons tracé ce schéma ici, vous empruntez de l'argent auprès de l'une de vos collègues, et finalement, pour payer ces dettes-là, vous empruntez encore auprès d'un autre collègue. Et donc, ça devient un circuit répétitif, encore un circuit fermé, voilà, où finalement, le Congo se retrouve un peu dans ce circuit-là, malheureusement. Et ce qu'on constate encore, c'est que
l'État ne fait pas d'effort de développer un ou deux secteurs qui soient capables de lui permettre de payer ses dettes. Ça veut dire quoi? On peut s'endetter. On se dit, si on s'endette et qu'on éjecte cet argent dans l'agriculture, par exemple, puisque ces dettes, on les paye à 10 ans après ou 20 ans après, ça veut dire que dans 10 ans, notre agriculture, si elle est réellement transformée, si elle est mécanisée ou modernisée, nous permettra, au bout de 5 ans, peut-être avoir tant de milliards de francs CFA. Et donc, on investit dans un secteur. Ça peut être aussi dans le secteur, j'ai envie de dire, de l'électricité, de l'eau, d'autres choses. Ou encore, on peut injecter cet argent à financer les entrepreneurs congolais aujourd'hui qui peinent face aux difficultés économiques et autres. Malheureusement, l'argent qu'on prend, une partie on paye la dette et l'autre partie, c'est pour faire fonctionner l'État. Voilà, on paye les institutions, on paye les salaires des fonctionnaires, tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. Et ça, l'endettement que pour ça devient un vrai souci, devient un vrai problème. Et vous constaterez aussi que le gouvernement est devenu tellement paresseux, ou l'a toujours été, au point où il s'assoit maintenant que sur les dettes, sans faire des efforts. Il y a encore une dette vis-à-vis de la Banque mondiale pour réaliser un projet qu'on appelle Agir. Ce projet, vous savez, c'est quoi? C'est pour faire fonctionner la gouvernance au Congo. Donc l'État congolais s'endette pour mieux faire fonctionner l'État. Par exemple, former les gens. Par exemple, demander aux travailleurs d'être à temps. Voilà, lutter contre la corruption. L'État congolais s'endette auprès de la Banque mondiale que pour ça. C'est à ce niveau-là, vous comprenez que la vision tant prônée du développement du Congo n'est qu'illusion, n'est qu'une vue de l'esprit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire de la dette un véritable chantier pour développer le pays et pour faire fonctionner l'État. Si pour la bonne gouvernance, pour financer la bonne gouvernance, on a besoin de s'endetter, il faut comprendre finalement que loin de nous, le rêve d'un Congo prospère dans quelques années, ce serait difficile. Prony, on dit souvent que cette dette ne profite pas au peuple, mais le gouvernement dit qu'il emprunte pour investir. Qui dit la vérité entre le peuple? Je vous ai donné ici les chiffres des budgets injectés dans le social. Je vous ai parlé aussi ici des zéro hôpitaux construits. On a achevé les travaux des 2 grands hôpitaux, Woiso, Sibiti, mais on n'a pas construit d'autres hôpitaux. Je vous parlais tout à l'heure du pourcentage du budget exécuté dans l'enseignement. Alors, la question qu'on peut se poser, puisqu'on est tous Congolais et sur ce plateau, et on vit au Congo, dans quel domaine le gouvernement a-t-il investi depuis 5 ans, ou voire 10 ans, et qui produit le fruit aujourd'hui? Et nous le savons, ce sont les rapports qui le disent, qu'on s'endette pour payer les eurobonds, pour payer les anciennes dettes. Et c'est pas moi qui le dis. Donc, les chiffres sont là, et les divers communiqués du gouvernement le disent. On n'a pas besoin, par exemple, que le soleil soit peut-être à je ne sais pas combien de degrés pour voir clair. Oui, c'est ça. Vous avez évoqué des mois difficiles à venir, notamment juin et décembre 2026. Qu'est-ce qui risque de se passer concrètement si le gouvernement ne prend pas les bonnes décisions? Je jette un coup d'œil sur mes notes pour vous parler du bulletin mensuel de la Caisse congolaise d'amortissement qu'on appelle la CCA. Alors, chaque mois, la CCA publie un rapport, un bulletin, voilà, sur l'état de la dette. C'est la CCA qui gère la question de la dette au pays. Alors, vous allez vous rendre compte, à fin février 2026, on nous dit la dette publique du Congo s'élève donc à 9 000, ça c'est en février, à 165 milliards de francs CFA. On peut dire que c'est une augmentation de 2,17% en un seul mois. La CCA donne les chiffres. Hein. En février, l'État a emprunté 463 milliards, n'a remboursé que 314 milliards de francs CFA.
Vous avez encore, là, dans différents secteurs, les graphiques présentés par la CCA nous donnent ceci. Dette intérieure, donc au marché local, vous avez 30,74%. Pardonnez-nous, il y aura trop de chiffres dans cette chronique. Vous avez dette non conventionnée, facture impayée, sans échéancier. Des dettes non conventionnées, c'est 14,83%. Créanciers commerciaux, donc banque marché, vous avez 14,21%. Multilatéraux, donc Banque mondiale, BAD et autres, 12,74%. Vous avez des dettes conventionnées hors marché, 13,66%. On parle de non-club de Paris, Chine notamment, 11,26%. Vous avez le club de Paris, donc pays occidentaux, vous avez 2,56%. Et ça, c'est le niveau de la dette du pays aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la CCA pense que en juin, la situation sera difficile? Parce que pendant cette période, juin-décembre, c'est une période où finalement l'État doit beaucoup rembourser. Selon le rapport de CCA, l'État doit beaucoup rembourser. On parle donc à peu près du montant que je viens de donner. L'État doit payer à peu près 1688 milliards de francs CFA. Donc, depuis mars jusqu'en décembre, c'est la dette que l'État doit rembourser. Et donc, la CCA prévient pour dire que ça va être un peu compliqué pendant cette période de juin-décembre. Pourquoi? Parce que si on doit payer les dettes, on aura donc du mal à faire fonctionner l'État. Ça peut impacter sur les budgets de transfert, ça peut impacter même sur les salaires si l'État ne prend garde, si l'État ne joue pas un jeu de responsabilité. C'est pour cela la CCA avertit. Donc, ça a commencé donc depuis mars, on est en mai, juin, juillet, août, jusqu'en décembre, l'État va payer les dettes selon ce que la CCA dit. Est-ce qu'il existe une sortie de crise possible où le Congo est-il condamné à ce cercle vicieux de la dette? Non, le Congo n'est pas condamné dans ce cercle vicieux, comme tu le dis. Il y a la possibilité de sortir si l'on met en branle la volonté politique. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens et même des grandes sociétés dans ce pays qui ne payent pas les impôts dans ce pays. Il faut, pour commencer, et pour ne pas être condamné à vivre éternellement dans ce cercle vicieux comme vous le dites, il faut commencer à élargir, j'ai envie de dire, la base fiscale de l'État. En faisant quoi? Il faut faire payer ceux qui ne payent pas les impôts. Lesquels? Vous avez dans ce pays des sociétés qui ont même 20 ans d'exonération. 20 ans. Mais qui... Parce que quand vous arrivez, l'État vous accorde à peu près 5 ans. Mais vous avez des sociétés dans ce pays qui sont à 20 ans, voire plus, sans payer les impôts, sans payer les taxes. Vous avez aussi, on parlait des membres du gouvernement eux-mêmes aussi. Donc si on veut aller très loin et réussir à sortir de ce marasme économique, il faut commencer par ça. Et vous avez également la lutte contre la corruption qui demeure aujourd'hui encore faible. Tant qu'on ne va pas mettre en place des mécanismes solides, efficaces de lutte contre la corruption, puisque l'argent se retrouve dans des poches des gens, si on ne lutte pas contre la corruption, ce serait difficile. Malheureusement, jusqu'ici, vous constaterez que toutes les dénonciations sur les détournements sont passées sous silence. Sous silence. Dans ce pays, il y a un DG, on peut le citer, le DG des impôts, qui a passé 24 heures à la maison d'arrêt. Il n'avait pas encore été jugé. C'était une information judiciaire qui était ouverte à son égard. Il paye une caution. En réalité, quand on paye une caution pour sortir, ça veut dire que le juge vous met sous contrôle judiciaire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de procès. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement s'il avait détourné ou s'il n'avait pas détourné. Puisqu'on l'accuse d'avoir détourné, on le met en prison. Il paye la caution, il sort. Vous avez des cas comme ça où on a déposé sur la table du gouvernement certains rapports qui passent sous silence. Ça veut dire que la volonté réellement
de mettre fin à la corruption n'y est pas jusqu'ici. On ne peut pas, alors que si on lutte contre la corruption, vous allez vous rendre compte que l'argent qui est frauduleusement détourné, qui se retrouve dans les poches des gens, va entrer facilement dans la caisse de l'État. Et vous avez également le train de vie de l'État. Tout à l'heure, vous imaginez, l'État a dépensé 577 milliards de francs CFA que pour fonctionner. Mais comment voulez-vous qu'on sorte de ce cercle vicieux, comme vous l'avez dit vous-même, si on continue de garder la masse, j'ai envie de dire, du train de l'État à ce niveau, aussi volumineux. Vous voyez? Donc, il faut qu'on renforce la justice. Il faut aussi investir dans les secteurs porteurs. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui ont besoin de l'appui du gouvernement. On n'appuie pas réellement les entrepreneurs locaux. L'État continue malheureusement à importer les œufs et qui finalement, quand ça arrive au niveau de Brazzaville, étouffe les locaux. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de la cherté, que le prix de l'œuf est toujours augmente tout le temps. Parce que quand, par exemple, il y a quelques jours, l'État a importé au moins 4 cargaisons des œufs. Et donc, ceux des locaux qui peinent d'abord à avoir l'aliment, puisque c'est l'élément le plus important, qui peinent à avoir les poussins et qui peinent aussi à avoir, j'ai envie de dire, les moyens financiers, se retrouvent bloqués. Et donc, Madame Rachel Komela me disait qu'elle a à peu près 400 cartons d'œufs, de palettes, si on peut le dire, chaque mois. Mais face à l'importation, il est difficile d'écouler toute la marchandise parce que les Congolais, ils préfèrent souvent ce qui vient de l'extérieur que ce qui est le local. Or, le gouvernement devrait commencer à regarder si nous avons déjà des producteurs d'œufs ici, s'ils sont déjà nombreux, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réduire l'importation pour permettre aux locaux de faire écouler leurs produits? Donc il y a tous ces mécanismes-là qu'on peut mettre en place pour permettre à l'État de ne plus être dépendant éternellement des dettes, même si on doit continuer à s'endetter, mais que cette dette-là, qui aujourd'hui tournerait autour de 99% de PIB, on parlerait que même à la fin de cette année, ça pourrait augmenter. Donc en ce moment-là, il faut donc investir réellement dans les secteurs porteurs pour que finalement, dans les années à venir, le Congo soit un pays qui respire et qui ne dépende pas de l'Occident, qui ne dépende pas des marchés internationaux, de financiers internationaux, parce que ces hommes d'affaires, ces fonds ou encore ces créanciers, comme on le dit, ces hommes d'affaires, ces bailleurs, eux, ils se frottent les mains. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent un État comme le Congo, parce que pour eux, c'est bien que cet État reste de cette manière, qu'il ne soit pas capable de diversifier son économie, qu'il ne soit pas capable d'investir dans d'autres secteurs pour être indépendant. Des pays comme le Congo, oui, les bailleurs aiment bien, et finalement, le Congo va continuer à devenir l'esclave des bailleurs, si on peut le dire terre à terre, ou encore enchaîné par les bailleurs. Et finalement, le temps de développer le pays, de redistribuer, j'ai envie de dire, la richesse comme il faut, on ne l'aura pas. Changeons de chapitre pour parler ce que vous dénoncez, les ministres qui changent de département et qui arrivent avec tout leur cortège de conseillers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Oui, il y a un lien, vous faites bien parce qu'il y a un rapport avec ce que nous sommes en train de dire sur la bonne gouvernance, sur la gestion. Vous savez, ce qu'on constate dans ce que dans votre question, c'est que en réalité, les cadres qu'on nomme dans les ministères appartiennent à l'État congolais, n'appartiennent pas aux ministres. On ne devrait pas, à chaque remaniement, changer tous les cadres. C'est comme si le cabinet ministériel appartiendrait au ministre seul, alors que c'est une entité administrative publique. Ce n'est pas un secteur privé, ce n'est pas dans le privé où le patron, même s'il peut décider de qui peut prendre ou de comment il peut gérer son entreprise, dans le public, il y a des règles, il y a la loi, il y a les décrets qui vous orientent dans la gestion de votre cabinet.
vous constatez malheureusement que à chaque fois qu'un ministre arrive à la tête d'un ministère, souvent on change des hommes. Ce n'est pas interdit de changer les hommes. Mais souvent on ne les change pas sur la base de leur profil. Je prends un exemple. Un ministre qui était avant dans un cabinet ministériel, qui gérerait, je prends un cas simple, qui gérerait peut-être le ministère des œufs par exemple, qui a un conseiller aux œufs et finalement qui est spécialisé dans ce secteur. On affecte ce ministre-là, par exemple, au ministère de l'eau, ou encore de la gestion, par exemple, des dépotoirs. Lui prend le spécialiste des œufs, fait de lui conseiller au ramassage des ordures. Non pas parce que le conseiller est compétent, mais parce que lui, il est loyal au ministre, et parfois aussi parce que c'est un parent. C'est ce qu'on constate. Mais pourquoi c'est important d'en parler? Parce que déjà, à ce niveau, on ne peut plus nommer sur la base des compétences des uns des autres. Alors qu'il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de cadres, et qui sont à l'université, un peu partout, dans différents domaines, dans le secteur privé, à qui on peut offrir cette opportunité, mais on préfère garder les mêmes par loyauté. Le premier critère, c'est ça. Ils ne sont pas nombreux au gouvernement qui nomment par compétence. Et donc, l'impact, c'est qu'on n'aura pas, dans nos administrations, des compétences qu'il faut à différents niveaux où on exige pour bien travailler. On verra donc, on fera de l'à peu près et du bricolage. Parce que même le temps d'apprendre à connaître votre poste, à connaître vos fonctions, à maîtriser ce que vous devez faire, ça va prendre du temps. Vous verrez, quand ils arrivent, ils changent de directeur du cabinet, ils changent tous les conseillers, et là, on a constaté finalement que certains lancent des appels, comment on dit, des appels à candidature, ce qui est bien d'ailleurs, mais quels en sont les critères, et quel est le jury qui choisit, et est-ce que c'est le ministre lui-même, sur la base de ses propres critères, va sélectionner et va recruter, ou il a confié la mission à un cabinet indépendant qui doit traiter les dossiers des hommes que lui voudrait avoir. Vous voyez? Donc, regardez le vrai problème aujourd'hui, c'est cela, et vous allez vous rendre compte, on va se retrouver dans les cabinets ministériels où il n'y a que des parents, et parfois ça parle pas de toi toute la journée. Oui, parfois aussi, les gens ne travaillent pas parce que, mais allez dans les administrations, autour de midi 13h, allez dans les administrations publiques, vous allez vous rendre compte que les administrations se vident, non pas parce que les gens n'ont pas de travail à faire, mais parfois ils s'ennuient. Ils s'ennuient et parce qu'ils comprennent rien, ils sont devant les ordinateurs et ils comprennent rien. Je suis tombé sur une jeune dame qui est particulière d'un ministre et qui, pendant longtemps, n'a aucune maîtrise de comment gérer un ordinateur, comment saisir un document. Mais elle était particulière d'un ministre. Particulière d'un ministre. Donc, vous vous retrouvez dans des cabinets comme ça, où vous avez quelqu'un au secrétariat, mais elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle est au secrétariat. Et des gens comme ça, c'est des gens parfois qui n'ont rien à faire dans les cabinets et qui quittent les cabinets très tôt parce qu'ils n'attendent que ces heures-là. Ils s'ennuient dans les cabinets ministériels. Mais si vous mettez à ces places-là les gens compétents qui ont la vision et qui comprennent les choses, vous allez faire fonctionner les ministères. Et vous êtes parfois dans les ministères très techniques où vous avez des gens qui ont des profils qui ne correspondent pas au poste. On ne parle pas ici que des diplômes, mais on parle des profils, on parle des gens qui ont des expériences, qui ont été formés dans ces domaines. Mais c'est ça qui alourdit parfois la machine de l'État. On ne recrute pas sur la base des compétences des uns des autres, on recrute sur la base de la loyauté, la base clanique, la base familiale, et ça freine l'État. Concrètement, quelles sont les conséquences pour le Congolais ordinaire quand les postes clés de l'administration sont occupés par des gens qui ne sont pas qualifiés? Mais oui, mais c'est clair que nous n'atteindrons jamais la performance qu'il faut. Nous ne réussirons jamais à atteindre les objectifs. C'est comme si aujourd'hui, vous confiez, j'ai envie de dire, la saisie d'un document à un enfant qui est au primaire, par exemple, à la maternelle, par exemple. Voilà, ça veut dire que vous partirez, vous reviendrez, vous trouverez ce document intact, sans être saisi. Voilà, donc vous allez confier par exemple la gestion des finances à quelqu'un qui devrait faire de la maçonnerie et qui est spécialiste dans la maçonnerie, pardon. Alors,
Et qu'attendez-vous des résultats de ce monsieur? C'est pour dire quoi? Il faut valoriser tous les secteurs d'activité. Il faut valoriser toutes les professions. C'est pour cela qu'il faut mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. Quand on n'arrivera pas à ce niveau, il sera difficile. Pourquoi? Parce que les gens vont se contenter des diplômes pour les diplômes, alors que l'on a besoin de la compétence. On en a dit sur ce plateau. Quand le maçon va comprendre que son travail, s'il n'est pas, on ne peut pas construire une maison, donc on ne peut pas avoir des habitations. Tant qu'il ne va pas comprendre qu'il fait un travail noble, il sera compliqué. Tant que le menuisier ne sera pas fier d'être menuisier, ça, si moi je ne suis pas présent, on ne peut pas avoir tel meuble, les chaises dans les maisons des gens, des tables à manger et même les bureaux. S'il ne le comprend pas, si le plombier qui arrive chez vous ne peut pas comprendre que sans moi il est difficile qu'il vive bien, s'ils ont des sanitaires bouchés, tout ce qu'il faut, si l'eau ne peut pas couler, si on ne peut pas valoriser ces gens dans notre pays, et si on continue d'avoir de l'expertise extérieure alors que nous pouvons développer l'expertise nationale, nous allons continuer à assister à cette politique où, finalement, on préfère aller prendre un maçon, on le met à la fonction publique, on le met dans un cabinet ministériel, parce que pour lui, faire la maçonnerie, c'est un problème. C'est un travail secondaire. Il préfère aller à la fonction publique. Vous avez aujourd'hui des entrepreneurs, je le déplore, qui sont entrepreneurs, mais qui préfèrent aller être conseillers publiquement dans un cabinet ministériel et abandonnent son entreprise. Simplement parce qu'on nous fait croire que la réussite, c'est dans la fonction publique. On nous fait croire que la réussite dans un cabinet. Mais pourquoi? Parce que c'est les cabinets aussi, comme on venait de le dire, nourrissent bien. Vous avez des grosses primes, vous avez tout le temps des missions, parfois à l'extérieur du pays. On préfère aller se réfugier là-bas que de continuer à travailler sous un soleil. Voilà, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Donc il faut commencer à valoriser tous les secteurs d'activité. Et vous verrez que finalement, les gens ne seront plus complexés, les gens ne vont plus courir derrière la fonction publique ou les cabinets ministériels publics. Lentement et sûrement, nous arrivons à la fin de notre chronique de ce soir. Un dernier mot pour les Congolais qui vous écoutent. Que faut-il faire concrètement pour que les choses changent, Bruni? Pour résumer tout ce qu'on a dit que les dettes ne constituent en rien un problème quand elles sont utilisées pour développer le pays. Aujourd'hui, si on vous dit par exemple telle société qui produit des œufs ou encore produit de l'eau, c'est pas quoi, a été construite avec l'argent, les emprunts, et que ça va nous produire tant de milliards par année, ça ne pose aucun problème. Mais quand on vous dit qu'on s'est endetté pour financer le fonctionnement, payer les salaires, payer les frais d'émission des gens, des uns des autres, donc des gouvernants, vous constatez finalement qu'on est comme sur un tapis roulant, on court, monnaie sur place, on transpire, monnaie sur place. Donc c'est ça en fait ce que le Congo fait aujourd'hui. Quand on discute avec certains experts, certains hommes politiques, certains universitaires, tous y pensent. C'est le constat que nous faisons tous, c'est que le dispositif qui permet de débloquer ou de bloquer le pays se trouverait donc dans les mains du président de la République lui-même. D'ailleurs, c'est lui qui porte la vision du pays. Voilà, depuis 40 ans à peu près, c'est lui qui a construit une vision pour faire sortir le pays de son état actuel, son état d'extrême pauvreté actuelle. Et là, un projet qui migre d'un autre, qui se fond qui se fond tous les jours, qui se mue, voilà, tout le temps, qui part d'un projet à un autre, dans l'optique de développer le pays. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que depuis quelque temps, ou depuis tout le temps, on constate que les choses n'évoluent pas comme on le veut. Je pense que le président de la République a le tableau de bord de tous les ministres. Je pense qu'il sait ce que fait chaque ministre quand il a son poste ou quand il ne l'est pas. Que fait chaque ministre avec son budget. Je pense qu'il le sait. Mais malheureusement, on n'arrive pas à sanctionner. Et la question qu'on se pose souvent, comment peut-on garder un homme à la tête d'un ministère pendant 10 ans, voire 15 ans,
quand on sait que dans la pratique, dans le réel, quand on sait que sur le terrain, il n'y a pas l'impact positif de son action. Quelles sont les motivations qui poussent, par exemple, le président à garder un ministère dont on sait n'avoir pas réussi à accomplir tel devoir? Vous avez un ministre, par exemple, qui quitte tel département pour tel département. Quelques 2 ans, 3 ans après, on le ramène dans son ancien département, alors qu'on sait que là-bas, les résultats n'étaient pas positifs. On le ramène là-bas, et souvent la question que se pose, quelles en sont réellement les motivations? Parce que si on n'évalue pas les ministres, si on n'évalue pas les directeurs généraux et autres qui occupent ces fonctions d'exécution, si on ne les évalue pas sur la base de leur performance, des résultats, comment peut-on évaluer le développement du pays? Est-ce qu'on va évaluer le développement du pays parce qu'on a construit les aéroports, parce qu'on a construit les stades ou parce qu'on a construit des routes? Donc, aujourd'hui, je pense que il semble que cette année, déjà dans la composition de son gouvernement, il a pu ramener des nouvelles têtes dont on croit être des technocrates. Petit à petit, peut-être qu'on espère qu'on va arriver à ce que finalement qu'il sonne la fin de la récréation, c'est-à-dire que des détournements de fonds, des dossiers qui traînent à la justice qui ne sont pas traités jusqu'à aujourd'hui, des hommes qui vivent dans l'impunité totale, on parle plus des textes dans ce pays, on parle plus de modifications, on parle de la Constitution, on parle plus de positionnement personnel, on rêve la succession tout le temps. On laisse de côté les vraies préoccupations de la population. Les débats tournent autour de ça. Qui va succéder au président? Il a la guerre des clans, tel ministre avec tel ministre. Il y a un ministre qui aurait lui-même un clan de tel ton de ministre. C'est lui qui tient tel réseau et qui bloque quelque part. Et on perd le temps à discuter sur ces futilités, alors que l'urgence sociale est là. Et tant qu'on ne va pas prendre conscience, tant que le président ne décidera pas de faire sortir lui-même le verre qui est dans le fruit, quand il ne va pas le faire lui-même, ben, rien ne va changer. Parce que quand vous constatez, quand il prend une décision, ou quand il donne un ordre, ou une instruction au gouvernement, pendant ces périodes, tous les ministres bousculent. Vous les entendrez à la télévision, le président a dit, le président a dit, le président a dit, après plus rien. Après plus rien. Le temps juste de faire semblant, après plus rien. Vous voyez, celui qui sera jugé par le peuple à la fin de son mandat, c'est le président de la République. Et donc, l'avenir du pays est dans ses mains. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est du réel. Ce n'est pas un rêve. On n'est pas dans un rêve. On n'est pas dans un rêve. Voilà. Merci Brony, merci à vous chers internautes de Tcheleka Média pour votre fidélité. Les chroniques des BFN vous disent à très bientôt pour un autre numéro. Portez-vous bien d'ici là.